Bonjour, philosophie en mode confiné. Nous avions prévu d'animer un atelier philosophique et de faire beaucoup d'autres choses. Nous avions plusieurs conférences de prévues dans le département. Et puis voilà, tout ça a été reporté. Alors, nous avons décidé de faire partager un certain nombre de choses que nous avions prévues et puis d'autres aussi. L'expérience des 3 petites vidéos sur Giordano Bruno nous a donné l'idée d'aller un petit peu plus loin, de faire partager à tous cette philosophie qui est une bonne partie de notre être ensemble et qui occupe notre vie et pas simplement notre vie professionnelle qui est derrière nous. Et nous pensons que les premiers échos d'ailleurs de nos petites vidéos le montrent, nous pensons que peut-être ce que nous savons peut être utile aux autres. Et quand nous savons quelque chose, il faut le faire partager. C'est un des grands commandements de notre maître commun qui est Spinoza. Marie-Pierre, je te laisse la parole. Alors oui, bonjour à tous. Donc voilà, nous avons eu cette idée. Et donc, nous avons pensé, pour la mettre en œuvre, suivre un peu tous les deux des chemins différents. Parce que bon, on a des préoccupations parfois communes, bien sûr, mais aussi des choses plus spécifiques. Et moi, j'avais envie de vous parler de Sartre, parce qu'en fait, voilà, l'idée c'est qu'on fasse quelque chose qu'on a envie de faire aussi, hein, qui nous importe. Et donc oui, je voulais vous parler de Sartre, parce que Sartre, donc philosophe français, contemporain, puisqu'il est mort en 1980, est un philosophe qui a été, au niveau philosophique, un peu relégué. Alors sans doute parce que ses positions politiques plutôt maladroites l'ont discrédité, et du même coup ont discrédité aussi sa philosophie malheureusement. Or je pense que Sartre a encore, sa philosophie a encore beaucoup de choses à nous apprendre, à nous dire, à nous faire penser. Et je vous rassure, on ne va pas commencer par l'être et le néant, ni par la critique de la raison dialectique. Justement aussi l'intérêt de Sartre, c'est qu'il a écrit des romans, des pièces de théâtre dans lesquelles il essaie de mettre à l'épreuve, de mettre en situation sa pensée philosophique. Donc. Et donc on peut commencer par lire ses romans, ses pièces, pour se familiariser justement avec sa réflexion et commencer donc à la découvrir. Alors, ce que je crois aussi, ce que je pense, hein, ce qui est important, la philosophie, Denis a un petit peu expliqué, mais la philosophie, c'est comment ça doit avoir une portée pratique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de la philosophie juste, enfin, en tout cas nous, hein, nous deux, c'est pas notre position, on ne fait pas de la philosophie pour dire, voilà, on a lu tel philosophe pour briller dans les salons, ça n'a aucune espèce d'importance, aucun intérêt. Ce qui importe, c'est que ce qu'on apprend, ça nous permet de penser notre existence. Et une pensée philosophique est intéressante lorsque justement sa pensée est éternelle. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand sa pensée est toujours vraie, et justement, celle de Sartre, il me semble qu'elle est toujours vraie, elle est éternelle d'une certaine manière. En tout cas, moi, je considère qu'elle l'est dans la mesure où c'est une philosophie que je pense bien comprendre, non pas au sens où je voudrais être prétentieuse, c'est pas du tout ça, mais comprendre, ça veut dire prendre avec soi, ça veut dire s'approprier. Et on ne peut s'approprier, donc comprendre quelque chose, que si ça fait écho en nous, et si ça nous parle, comme on dit. Hein. Et moi, la philosophie de Sartre, elle me parle beaucoup. Elle me permet toujours de penser le monde ici et maintenant. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, vous donner envie aussi d'aller lire les pièces, les romans, il y en a beaucoup, de Sartre. Et je commencerai, bon, je ne sais pas à quel rythme on fera ces vidéos, hein, ça dépendra un peu de notre temps, nos envies aussi, mais je commencerai par commenter cette phrase et essayer d'expliquer, de la comprendre. Cette phrase connue de Sartre, l'enfer c'est les autres, qu'on trouve à la fin, c'est la toute dernière phrase de la pièce de Sartre qui s'appelle Huis clos, parce que bien souvent elle a été mal comprise. Et je ferai une seconde vidéo hein, sur une autre phrase de Sartre, connue. Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. Hein, comme je disais, en fait, ces deux phrases, hein, vraiment la particularité de
d'avoir été mal comprise, mal interprétée, volontairement, involontairement, je ne sais pas. Mais voilà, on verra hein, ce qu'on peut penser de ces deux idées. Qu'est-ce qu'elles engagent? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qu'est-ce qu'elles signifient? Pourquoi Sartre dit ça? Hein, à quoi ça renvoie? C'est vrai que moi, l'intérêt qui me porte beaucoup vers la philosophie, c'est vrai qu'il y a aussi toujours un petit peu un côté psychologique. Hein, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement les rapports avec les autres. Et en période de confinement, bah, ça va être à propos, puisque hein, nous en sommes un peu privés. Et ces deux phrases, justement, elles vont faire aussi référence à ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et puis pour la suite, bah, si on continue, hein, sans doute que j'aborderai des concepts importants chez Sartre et accessibles, hein, à savoir l'esprit de sérieux, la mauvaise foi, la honte. Enfin voilà. Donc voilà, moi ce dont j'ai envie de vous parler. Beau programme. Moi je vais parler de toute autre chose, puisque chacun suit sa propre pente dans cette affaire, bien que je crois que les deux pentes se recoupent bien souvent. Moi je vais vous parler de la philosophie italienne. L'Italie, c'est notre second pays, hein, c'est un pays que nous avons adopté pour sa beauté, hein, il bel paese, sa beauté, ses œuvres d'art, ses églises baroques, ses paysages, sa cuisine, son vin, les gens souvent très gentils, et écouter l'italien, parler, c'est toujours un enchantement, même si on ne comprend pas toujours très bien, parce qu'ils vont très très vite, les Italiens. En tout cas, la philosophie italienne, j'ai pas mal étudié cette philosophie depuis un certain temps, et elle est très mal connue en France, très peu enseignée. Je ne sais pas, si on faisait une société des amis de Giambattista Vico, je ne suis pas sûr qu'on se compte sur les doigts des deux mains. Et en même temps, c'est pourtant une philosophie souvent très originale, qui s'écarte de la manière de philosopher un peu austère qu'on trouve chez les philosophes français, par exemple. Hein. C'est peut-être la différence qu'il y a entre les églises romanes et le baroque italien qu'on retrouve entre ces deux philosophies. Et elle a été aussi parfois extrêmement mal comprise quand elle a été lue. Je pense notamment à mon cher Machiavel. Si vous voulez dire de quelqu'un que c'est un fourbe qui ne pense qu'à faire des mauvais coups, vous dites qu'il est machiavélique, et Machiavel, c'est pas du tout ça. J'essaierai de vous parler de Messer Niccolò, dont on peut encore voir le bureau, paraît-il, au palais de la Seigneurie à Florence, et dont on peut voir l'auberge, l'albergaccio dans laquelle il allait quand il était reclus dans son domaine familial à Sant'Andrea in Percussina, juste au-dessus de Florence. Voilà, Machiavel, et puis, bon, j'ai déjà parlé de Bruno, donc je ne vais pas recommencer. Je parlerai aussi d'un philosophe des Lumières italiennes, Giambattista Vico, un philosophe totalement baroque, lui, et complètement à côté du courant dominant de l'époque, et qui pourtant anticipe une bonne partie de la réflexion philosophique du XIXe siècle, hein, et de la philosophie de l'histoire. Il est aussi peut-être l'inventeur de l'anthropologie. Voilà. Giambattista Vico, et puis d'autres philosophes que j'ai en tête. Par exemple, je pense que je pourrais parler de Giacomo Leopardi, qui est à la fois un poète et un philosophe, lui aussi pratiquement méconnu en France, sauf encore de petits cercles. Et puis, plus près de nous, j'aurai l'occasion de parler de ces grands philosophes italiens du tournant du 19e et du 20e siècle. Hein. Le premier, c'est Antonio Labriola, qui était l'introducteur de Marx en Italie, le grand ami de Engels. C'est sans doute un des auteurs de cette tradition marxiste les plus intéressants, parce que c'est une pensée toujours critique, une pensée qui fait sa place à l'action. Et puis, les élèves de Labriola, parce qu'au fond, c'est ça, les élèves de Labriola, d'un côté, Benedetto Croce, libéral, italien, philosophe de l'histoire, de l'art, etc. Et puis de l'autre côté, Antonio Gramsci, qui a passé les 10 dernières années de sa vie dans les prisons de Mussolini, et qui a laissé une œuvre
éparpillé dans ses cahiers de prison, qui est une œuvre de toute première importance au XXe siècle. Voilà, pour les Italiens, quand on aura fait le tour de tout cela, il y en aura peut-être d'autres encore, j'en connais aussi pas mal d'autres qui me semblent vraiment intéressants. Par exemple, notre ami Diego Fusaro, qui est un jeune philosophe, il doit avoir 35 ans maintenant, Diego, qui est devenu une vedette en Italie, mais qui a écrit des livres d'une teneur philosophique sérieuse, pas comme nos vedettes médiatiques à nous en France, qui ont écrit un peu de la bouillie pour les chats. Voilà. Et puis, une chose aussi, ce qui pourrait être bien, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, hein, mais si jamais... suite à nos interventions, ou même avant, enfin, etc. Si vous avez des questions, je sais pas, vous avez une question sur un philosophe, sur Machiavel par exemple, ou je sais pas, une idée de Sartre dont vous avez entendu parler, que vous avez envie qu'on revienne dessus, n'hésitez pas à nous les envoyer parce que ça enrichira toutes ces séances. Puis on répondra par la même voix. Voilà, exactement. Voilà, à très bientôt. À très bientôt.